Ceci est l'histoire d'une femme, marquée par une image d'enfance. La scène qui la troubla par sa violence, et dont elle ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la Jetée, quelques années après le début de la Troisième Guerre mondiale. À cette époque, même si l'air de Namur était rempli de pollution comme le reste du monde, son sol était encore assez paisible pour que les parents mènent leurs enfants voir les bateaux en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la Jetée et un visage de femme. Ce visage, qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, elle se demanda longtemps si elle l'avait vraiment vu, ou si elle avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir, avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la Jetée, brouillés par la peur. Plus tard, elle comprit qu'elle avait vu la mort d'un homme, et quelque temps après vint la destruction. Beaucoup moururent, d'autres furent prisonniers. Les survivants se rebellèrent et s'établirent dans le réseau des souterrains de la citadelle. La surface de Namur, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de rats. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. C'est pour la conduire à la salle d'expérience qu'on vint chercher un jour, parmi les prisonniers, la femme dont nous racontons l'histoire. Elle avait peur. Elle avait entendu parler du chef des travaux. Elle pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Elle vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps. Et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences. Projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Mais l'esprit humain achoppait. Se réveiller dans un autre temps, c'est naître une seconde fois, adulte. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'images mentales très fortes. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s'y réintégrer. La police du camp épiait jusqu'au rêve. Cette femme fut choisie entre 1000 pour sa fixation sur une image du passé. Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent. On recommence. Le sujet ne meurt pas, ne délire pas. Il souffre. On continue. Au 10e jour d'expérience, des images commencent à s'ouvrir, comme des aveux. Un matin du temps de paix. Une chambre du temps de paix. De vraies tombes. Le 16e jour, elle est sur la Jetée, vide. Quelquefois, elle retrouve un jour de bonheur, mais différent. Un regard de bonheur, mais différent. Des ruines. Une fille qui pourrait être celle qu'elle recherche.
Elle la croise sur la jetée. De loin, elle la voit immobile dans le vent. D'autres images se présentent, se mêlent dans un musée qui est peut-être celui de sa mémoire. Le 30e jour, la rencontre a lieu. Cette fois, elle est sûre de la reconnaître. C'est d'ailleurs la seule chose dont elle est sûre dans ce monde sans date qui la bouleverse d'abord par sa froideur. Autour d'elle, le silence, la paix. Elle trouvait une beauté dans ce calme. Ceux qui mènent l'expérience resserrent leur contrôle, la relancent sur la piste. Le temps s'enroule à nouveau, l'instant repasse. Cette fois, elle est près d'elle, elle lui parle. Elle l'accueille sans étonnement. Elles sont sans souvenir, sans projet. Leur temps se construit simplement autour d'elle, avec pour seul repère le goût du moment qu'elles vivent et les signes sur les murs. Plus tard, elles sont dans un jardin. Elle se souvient qu'il existait des jardins. Elle l'interroge sur son collier, le collier du combattant qu'elle portait avec fierté depuis le début de la résistance. Elle invente une explication. Elle marche. Elle s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Comme en rêve, elle lui montre un point hors de l'arbre. Elle se surprend à signer « Je viens de là » et y retombe, à bout de force. Puis une autre vague du temps la soulève. Sans doute lui fait-on une nouvelle piqûre. Maintenant, elle dort au soleil. Elle pense que dans le monde où elle vient de reprendre pied, le temps d'être relancée vers elle, elle est morte. Réveillée, elle lui parle encore. D'une vérité trop fantastique pour être reçue, elle garde l'essentiel. Un pays lointain, une longue distance à parcourir. Elle l'écoute, sans se moquer. Est-ce le même jour ? Elle ne sait plus. Elles vont faire comme cela une infinité de promenades, semblables, où se creusera entre elles une confiance muette, une confiance à l'état pur. Sans souvenir, sans projet, jusqu'au moment où elle sent devant elle une barrière. Ainsi se termina la première série d'expériences. C'était le début d'une période d'essai où elle la retrouverait à des moments différents. Elle l'accueille simplement. Elle l'appelle son spectre. Un jour, elle semble être triste. Un jour, elle semble être heureuse. Un jour, elle semble absente. Elle ne sait jamais si elle se dirige vers elle, si elle est dirigée, si elle invente ou si elle rêve. Vers le 50e jour, elle se rencontre sur la citadelle, un lieu bloqué dans le temps, destiné à représenter la même chose jusqu'à sa destruction. Maintenant, le tir est parfaitement ajusté. Projetée sur l'instant choisi, elle peut y demeurer et s'y mouvoir sans peine. Elle aussi semble apprivoisée. Elle accepte comme un phénomène naturel les passages de cette voyageuse qui apparaît et disparaît, qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l'écoute et s'en va. Lorsqu'elle se retrouva dans la salle d'expérience, elle sentit que quelque chose avait changé. Le chef du camp était là. Aux propos échangés autour de lui, elle comprit que, devant le succès des expériences sur le passé, c'était dans l'avenir qu'on entendait maintenant la projeter. L'excitation d'une telle aventure lui cacha quelque temps l'idée que cette rencontre à l'église avait été la dernière. L'avenir était mieux défendu que le passé. Au terme d'autres essais encore plus éprouvants pour elle, elle finit par entrer en résonance avec le monde futur. D'autres hommes l'attendaient. Il n'était pas masqué et la pollution ne semblait les gêner. La rencontre fut brève. Visiblement, il rejetait ses scories d'une autre époque. Elle récita sa leçon.
Puisque l'humanité avait survécu, elle ne pouvait pas refuser à son propre passé les moyens de sa survie. Ce sophisme fut accepté comme un déguisement du destin. On lui donna une centrale d'énergie suffisante pour remettre en marche toute l'industrie humaine. Et les portes de l'avenir furent refermées. Peu de temps après son retour, elle fut transférée dans une autre partie du camp. Elle savait que ses geôliers ne l'épargneraient pas. Elle avait été un instrument entre leurs mains. Son image d'enfance avait servi d'appât pour la mettre en condition. Elle avait répondu à leur attente et rempli son rôle. Elle n'attendait plus que d'être liquidée, avec quelque part en elle le souvenir d'un temps 2 fois vécu. C'est au fond de ses limbes qu'elle reçut le message des hommes de l'avenir. Eux aussi voyageaient dans le temps et plus facilement. Maintenant, ils étaient là et lui proposaient de l'accepter parmi eux. Mais sa requête fut différente. Plutôt que cet avenir pacifié, elle demandait qu'on lui rende le monde de son enfance et cette femme qui l'attendait peut-être. Une fois sur la grande jetée de Namur, dans ce chaud dimanche d'avant-destruction, où elle allait pouvoir demeurer, elle pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'elle avait été devait se trouver là aussi, à regarder les bateaux. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme masquée, au bout de la jetée. Elle courut vers elle, et lorsqu'elle reconnut le regard de l'homme qui l'avait suivi depuis le camp souterrain, elle comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort.